Hélène, il faut être raisonnable. À ton âge, tu ne peux plus rester seule. J'ai donc pris les devants. Voilà ton cadeau. Ma belle-fille prononça ces mots avec ce sourire figé qu'elle utilise quand elle veut paraître aimable. Celui qui ressemble à une caresse mais qui coupe comme une lame. Je n'avais pas encore ouvert l'enveloppe qu'elle me tendait, blanche, brillante, trop lourde pour ce qu'elle prétendait être, un cadeau de Noël. Autour de moi, les guirlandes clignotaient, les assiettes brillaient, et l'odeur de cannelle dans l'air aurait dû m'apaiser. Mais quelque chose, dans la manière dont Claire inclinait la tête, me fit comprendre que ce Noël-là ne serait pas comme les autres. Je pris l'enveloppe. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de vieillesse, comme elle le croit sans cesse, mais d'un pressentiment sourd. J'ai appris à écouter ces tremblements-là. Dans ma vie, ils ont souvent été le signe qu'un mal profond se préparait. Je l'ouvris lentement pour ne pas froisser le papier. Le silence autour de la table était si intense qu'on aurait pu entendre tomber une aiguille. Même les enfants avaient cessé de pianoter sur leur téléphone. C'est alors que je le vis. Un billet. Pas un billet d'avion. Pas un billet de spectacle. Pas une invitation à un séjour thermal comme mes amis en reçoivent parfois de leurs enfants. Non. Un billet d'admission. EHPAD. Date d'entrée prévue. 15 janvier. Mention. Hébergement permanent. Chambre individuelle. Je restais figée. Mes yeux suivaient les lignes comme si elles appartenaient à la vie d'une autre femme. Une femme plus vieille que moi. Plus seule que moi. Une femme déjà rangée dans une case. Une femme qu'on dépose dans un couloir en lui promettant que tout ira bien. Claire posa alors sa main sur mon avant-bras, comme si elle m'accordait une grâce. On a longuement réfléchi avec Paul. C'est mieux pour tout le monde. Tu seras entouré, soigné, en sécurité, et nous, on pourra souffler un peu. Souffler. Ce mot me transperça plus que tous les autres. Mon propre fils, mon unique enfant, avait besoin de souffler de moi. Je tournai la tête vers lui. Il rassemblait nerveusement les papiers cadeaux dans un sac poubelle, comme s'il redoutait que nos regards se croisent. Son profil, que je connaissais par cœur, paraissait tout à coup étranger. La même mâchoire que son père, le même front qu'il fronçait enfant lorsqu'il faisait une bêtise. Mais là, c'était autre chose. Une honte maladroite, une faiblesse, une fuite. « Tu es d'accord avec ça ?» demandai-je calmement. Il baissa la tête encore plus profondément. « Maman, Claire a raison. Tu fatigues vite. Et puis, c'est compliqué. On ne peut pas toujours être là. Toujours être là. » L'ironie me piqua les yeux. Toute ma vie, j'avais été là. Pour lui, pour son père, pour cette maison où il n'avait jamais manqué de rien. Pour les devoirs, les nuits de fièvre, les anniversaires préparés jusqu'à minuit. Pour les lessives, les repas, les soucis qu'il n'a jamais su que j'avais réglés en silence. Pour les deuils aussi, ceux que j'ai portés seul pour ne pas encombrer sa jeunesse. Et voilà que, maintenant, je devenais un poids, un obstacle, une charge. Je reposais l'enveloppe sur la nappe rouge brodée, celle que j'avais cousue moi-même l'année de ses 10 à 8 ans. Je la lissais du plat de la main. Ce geste m'empêcha de trembler. J'avais appris, depuis longtemps, à faire taire les secousses. « Je vois », murmurai-je simplement, mais en moi tout hurlait. Je sentais une fissure se tracer, rapide et nette, comme un éclat de verre. Pas dans mon cœur, il avait déjà tant été entaillé qu'il n'enseignait presque plus, mais dans ma mémoire. Comme si une porte s'ouvrait brusquement sur des scènes anciennes. D'autres humiliations, d'autres voix qui m'avaient dit un jour « C'est pour ton bien ». Claire, croyant que mon silence était une acceptation, se redressa, satisfaite. Elle regarda autour d'elle comme pour recevoir l'approbation générale. Les enfants avaient replongé dans leurs écrans. Personne ne semblait mesurer l'ampleur de ce qui venait de se passer. Personne sauf Emma, ma petite fille de 15 ans. Elle me dévisageait en fronçant légèrement les sourcils, comme si quelque chose en elle refusait la scène. Elle n'avait rien dit, mais ses yeux cherchèrent les miens. Et, dans ce bref échange, j'ai vu une chose étrange, de la honte. Non pas pour moi, mais pour eux. Je tournai ensuite mon regard vers le sapin. Les guirlandes se reflétaient dans les boules dorées, tandis que sous les branches, les cadeaux restants formaient un petit tas maladroit. La scène aurait pu être belle. Elle aurait dû l'être. Noël est un moment pour unir les familles, pas pour les briser. Claire se leva, reprit la parole d'un ton trop gai. « Allez, maman, on ne va pas gâcher la fête. Tu verras, tu t'y feras.
l'EHPAD est très bien noté. Et puis, tu n'as plus toute ta tête. Je fus saisie. Cette dernière phrase frappa comme une gifle. Tu n'as plus toute ta tête. Voilà donc l'image qu'ils avaient de moi désormais. Une femme affaiblie, confuse, incapable de comprendre ce qui la concerne. Ils avaient dû en parler des semaines, peu. Être des mois, mes oublis, mes faiblesses, mes silences. Mes silences, surtout, ils les avaient interprétés comme une incapacité, alors qu'ils étaient ma dignité la plus ancienne. Je ne répondis pas. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. À la place, je remis l'enveloppe dans sa boîte cartonnée, soigneusement. Je refermai le couvercle. Je posai mes mains l'une sur l'autre, tranquillement, et à cet instant précis, quelque chose en moi, quelque chose de très ancien, de très calme, se réveilla. Pas la colère, pas la vengeance. Non, la lucidité. Une lucidité froide, immobile, presque douce. Celle qui vous dit, d'une voix tranquille, « Ce qu'ils ont décidé pour toi n'est pas ton destin. » Claire croyait m'avoir offert un billet aller simple pour ma sortie de scène. Elle ne savait pas encore que, cette nuit-là, je venais silencieusement de lui préparer un acte de donation. Un cadeau qu'elle n'oublierait jamais. Et surtout, un cadeau qui n'aurait rien de celui qu'elle attendait. Il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que les humiliations les plus cruelles ne naissent jamais de nulle part. Elles prennent racine dans un terreau plus ancien, celui des renoncements que l'on a faits sans bruit, des sacrifices invisibles que l'on a consentis par amour, par devoir ou par peur de décevoir. Alors, ce soir-là, en tenant entre mes doigts ce billet vers un EHPAD, mon esprit a glissé presque malgré moi vers le passé. Mon passé, celui que personne autour de cette table de Noël ne connaît vraiment. Je suis née dans une maison modeste, entre un atelier qui sentait la sciure et une cuisine où ma mère faisait mijoter des soupes qui réchauffaient mieux que n'importe quelle couverture. Mon père, ébéniste, sculptait le bois avec une patience qui me fascinait. Enfant, j'aimais m'asseoir près de lui et regarder les copeaux tomber comme des boucles de cheveux. Il disait que le bois est comme les gens. Quand tu le forces, il casse. Quand tu le respectes, il se révèle. Je n'ai jamais oublié cette phrase. J'aurais dû m'en rappeler plus tôt. Ma mère, elle, cousait. Des ourlets, des robes, des rideaux. Son aiguille glissait dans le tissu avec une célérité presque magique. Elle créait du solide, du durable, à partir de presque rien. J'ai longtemps pensé que j'avais hérité de ses mains, des mains capables de réparer, de soutenir, de tenir. Peu, être même un peu trop. Nous n'étions pas riches. Mais nous n'étions pas pauvres non plus. Nous avions de quoi vivre, de quoi nous chauffer, de quoi rire. Le dimanche, après la messe, nous allions parfois manger dans la pâtisserie du coin. Un éclair au café pour moi, toujours. Ces moments-là, simples et lumineux, ont façonné mon idée du bonheur. Je croyais qu'il suffisait d'aimer pour que tout tienne. J'avais 10 à 9 ans lorsque j'ai rencontré mon futur mari, Paul Père. Il travaillait à la banque du village, costume bien repassé, chaussures brillantes, sourire courtois. Il avait ce charme discret des hommes qui savent parler doucement. Il disait que j'étais différente, que mes yeux avaient quelque chose de calme et de profond. Moi, je rougissais, flattée comme une jeune fille qui n'a pas encore appris à se méfier. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Ma mère avait cousu ma robe, un tailleur crème sobre et élégant. Mon père, avant de me confier au bras de Paul, lui avait dit « Je te donne ce que j'ai de plus précieux. Ne la laisse jamais tomber dans l'ombre. » Et namaste, Paul avait promis. Et moi, naïve et amoureuse, j'y avais cru. Au début, tout semblait simple. Nous avions acheté une petite maison, avec un jardin où je rêvais déjà de planter des rosiers. Paul travaillait beaucoup, moi aussi. Puis notre fils est né. J'ai découvert la maternité comme une seconde peau. Les nuits blanches, les biberons, les fièvres, les premiers pas. Je me croyais invincible. Je me disais que mon rôle était clair. Être là, toujours là. Comme ma mère l'avait été. Comme tant de femmes l'ont été sans jamais qu'on leur dise merci. Puis il y a eu Marie, ma petite fille. Née trop tôt, partie trop vite. Elle n'a vécu que 2 jours. 2 jours durant lesquels j'ai appris à aimer plus fort que je ne pensais possible et à perdre plus brutalement que je ne pouvais l'imaginer. Je me souviens encore de son minuscule bonnet blanc, de son souffle fragile et du silence qui a suivi son dernier battement de cœur. Je ne sais pas si un deuil peut se mesurer, mais celui-là a changé la texture même de mon âme. Je ne suis plus jamais redevenue la même.
Après sa mort, Paul s'est éloigné. Pas physiquement, il était toujours là. Dans la maison, à la table, dans le lit, mais son regard avait changé. Il posait ses mains sur mes épaules comme on pose un manteau sur un cintre. Sans chaleur, sans présence. Il disait que le travail était prenant, que son chef était exigeant, que c'était comme ça. Moi, j'ai serré les dents et j'ai continué. Parce que continuer, c'est ce que les femmes de ma famille savaient faire le mieux. Notre fils grandissait. Il ressemblait de plus en plus à son père, calme, studieux, un peu distant, mais tendre parfois à sa manière. Je me consacrais entièrement à lui. J'ai tout fait pour qu'il ne manque de rien. Mes envies à moi se sont rangées dans des tiroirs que je n'ai plus ouverts. Mes rêves se sont tassés comme des vêtements d'hiver que l'on met au grenier. Il faut dire que Paul père n'aimait pas que je parle de travail, de carrière ou même de projets personnels. Hélène, on s'en sort très bien avec mon salaire. Et puis, qui s'occuperait de Paul? Il disait cela avec douceur. C'est ainsi que se construisent les prisons les plus solides. Alors j'ai été mère, épouse, gardienne de maison, infirmière, cuisinière, médiatrice, organisatrice. Je suis devenue la colonne vertébrale de la famille. Invisible, mais indispensable. Quand mes parents sont morts, à quelques années d'intervalle, j'ai hérité de leur petite maison, celle de mon enfance. Je l'aurais volontiers laissée telle qu'elle, comme un sanctuaire. Mais Paul avait ses arguments. On pourrait la vendre et investir. Ou la garder pour plus tard, pour Paul Junior. Il en aura besoin, tu verras. Il avait toujours une vision pragmatique, presque froide, des choses. Moi, je suivais, parce que c'était plus simple, et parce que je croyais que le mariage était une manière de dire « nous décidons ensemble ». Mais au fond, nous ne décidions jamais vraiment ensemble. C'était lui qui fixait la direction. Et moi, je tenais le volant pour éviter les accidents. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, ce fils que j'avais tant aimé, tant protégé, deviendrait l'homme qui poserait sur la table un billet pour m'envoyer vivre ailleurs, loin d'eux, loin de tout. Mais peu. Être que cette trahison-là ne commence pas à Noël. Peu. Être qu'elle a commencé il y a très longtemps, le jour où j'ai accepté trop de choses pour leur bien. Je repense souvent à la manière dont les choses ont commencé à se fissurer. Non pas dans un grand fracas, comme on casse un vase par terre, mais dans un craquement discret, presque inaudible, qu'on ne remarque qu'après coup, lorsqu'il est déjà trop tard. Les premières humiliations ne ressemblent jamais à des humiliations. Elles se déguisent en maladresse, en petites phrases banales, en oubli qu'on pardonne parce qu'on veut que tout continue comme avant. Je crois que le premier signe est apparu le jour où mon fils, Paul, m'a rapporté les clés de ma propre maison. Je les lui avais prêtées pour qu'il arrose mes plantes pendant un week-end chez une amie. Il avait posé le trousseau sur la table, un mouvement rapide, presque agacé, et m'avait dit « Tu devrais mettre un marqueur rouge dessus, maman. C'est trop facile de les perdre à ton âge. » À mon âge, ce furent les premiers mots qui m'ont serré la gorge. Je n'avais que 70 ans. Mon médecin disait que j'étais en bonne santé, que je marchais même mieux que certaines femmes de 50. Mais, ce jour-là, dans la bouche de mon propre fils, mon âge devint un argument, un reproche voilé. Je m'étais contentée de sourire. On sourit quand on ne veut pas blesser ceux qu'on aime. On sourit pour éviter une discussion, un froid, un malentendu. On sourit parce qu'on espère que ce n'est qu'un mot mal choisi. Mais ce ne fut pas un mot isolé. Il y eut ces après-midi où Claire me téléphonait pour me demander de garder les enfants, mais en insistant avec un ton particulier. Si tu t'en sens capable, évidemment, parce que c'est fatigant, 2 ados, comme si je ne les avais pas élevés, comme si je n'avais jamais connu ces soirées où je courais entre les devoirs, les machines à laver et les repas brûlés. Je riais, pour la rassurer. Mais oui, Claire, je peux les garder. Elle répondait alors, bon, alors merci. On n'a plus 20 ans, hein? La première fois, j'ai cru à une plaisanterie. La troisième fois, j'ai compris. Elle mettait une distance entre elle et moi, une frontière nouvelle où elle me reléguait doucement du côté des êtres fragiles, imprévisibles, fatigants. Puis vinrent les dîners du dimanche. Avant, ils étaient une fête. Je préparais du rôti, des gratins, des tartes. Je me levais tôt, j'éclairais la maison, j'ouvrais les rideaux avec cette joie enfantine de recevoir les miens. Paul aimait ses repas. Il disait autrefois
Tu es la meilleure cuisinière du monde, maman. Il avait grandi, mais un compliment sincère garde toujours la même saveur. Et pourtant, un jour, Claire a lâché. Tu sais, Hélène, on peut commander traiteur parfois. Avec ton dos, rester debout trop longtemps, ce n'est plus raisonnable. Et puis, tu as tendance à saler un peu trop, non? Je me rappelle très bien. J'étais devant mon four, une spatule à la main. Je n'ai pas répondu. Il y avait dans sa phrase un mélange d'inquiétude feinte et de critique à peine voilée. Je savais que je ne cuisinais pas trop salé. C'était simplement une manière élégante de dire que ma cuisine n'était plus à la hauteur de leurs attentes. Ou pire, qu'elle n'était plus désirée. De fil en aiguille, mes rôles se sont réduits. On ne me demandait plus d'apporter un dessert, mais quelque chose de simple. On ne me consultait plus pour les repas de famille, mais on m'en informait après coup. On m'invitait si je n'étais pas trop fatiguée. Toujours cette fatigue supposée, toujours cette allusion à mon âge, toujours cette manière de me faire sentir de trop. Un jour, j'ai proposé d'aider Claire à ranger la cuisine après un repas chez eux. Elle m'a regardé avec un petit sourire indulgent, celui qu'on adresse aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Non, laisse, je vais aller plus vite toute seule. Tu peux t'asseoir, ça va te reposer. Je me suis assise, effectivement, mais pas pour me reposer, pour comprendre. C'était ainsi désormais. J'étais une invitée dans la vie de mon fils. Une présence polie, tolérée, parfois utile, mais jamais vraiment attendue. La femme qui avait tenu son foyer pendant 40 ans devenait, à leurs yeux, une gêne potentielle, une responsabilité. Un risque peut être. Je me souviens aussi du jour où ils ont oublié de me prévenir que l'anniversaire de Lucas se faisait au restaurant. Je suis arrivée chez eux avec un cadeau emballé de papier bleu. La maison était vide. Une voisine m'a dit « Ils sont partis tout à l'heure pour un repas en ville. » Tout le monde y allait. Tout le monde sauf moi. J'ai attendu dans le salon, seule, jusqu'à ce qu'ils rentrent. Paul a rougi, Claire a protesté. « Oh, on croyait te l'avoir dit. C'est sûrement un oubli. » Un oubli. Je suis devenue un oubli. Mais le pire, ce ne furent pas les remarques ou les invitations manquées. Non. Le pire fut ce jour où, lors d'un repas de famille, Claire a déclaré devant les enfants « Votre grand-mère est adorable, mais elle se mélange parfois un peu les pinceaux, vous savez ?» Je m'étais interrompue en plein milieu d'une phrase. Je racontais simplement comment j'avais retrouvé, dans un carton, le doudou d'enfance de Paul. Claire a souri, d'un sourire trop large, et toute la table avait ri. Je ne mélangeais pas les pinceaux. Je me souvenais juste trop bien. Et c'est cela qui dérangeait. Ma mémoire leur rappelait une version de nous qu'ils préféraient oublier. Parce que dans mes souvenirs, j'avais été essentielle. Et dans leur présent, je n'étais qu'une compagne encombrante. La pire humiliation, pourtant, ne vient jamais de ceux qui vous méprisent, mais de ceux qui vous aiment moins qu'avant ou qui ne vous aiment plus du tout. Cette lente dissolution de ma place a été la violence la plus douce, la plus silencieuse, mais aussi la plus profonde. Je suis devenue la vieille, celle qu'il faut ménager, celle qui fatigue vite, celle qui complique, celle qui oublie. J'ai commencé à parler moins, à poser moins de questions, à accepter les remarques, à sourire, encore et toujours, pour maintenir une harmonie que j'étais la seule à tenter de préserver. Les humiliations se sont accumulées comme des couches de poussière que personne n'essuie. Elles semblaient minimes, anodines, mais elles étouffaient lentement. Et moi, je restais là, au centre d'une vie que j'avais pourtant construite, mais dans laquelle je n'étais plus qu'un meuble ancien. Joli, certes, mais qui prend trop de place. Je n'avais pas encore compris que ces signes n'étaient pas des accidents. Ils étaient des prémices, des répétitions générales avant la scène finale. La scène du billet pour l'EHPAD. Ce soir-là, devant ce papier qui me condamnait à disparaître doucement, j'ai compris une chose essentielle. La trahison ne fait jamais irruption comme un orage. Elle commence par un nuage que personne ne regarde. Moi, je l'avais regardé trop tard. Mais pas assez tard pour ne rien faire. Il existe un moment, dans certaines vies, où tout bascule. Un instant minuscule, presque banal, qui brise d'un seul coup des années de silence et de résignation. Pour moi, ce moment-là n'est pas arrivé à Noël, avec ce billet pour un EHPAD. Non, mon réveil, le vrai, avait commencé quelques semaines plus tôt, un après-midi froid de novembre.
Je m'en souviens avec une précision qui me surprend encore. Ce jour-là, j'étais passée chez mon fils pour déposer un pull que j'avais tricoté pour Lucas. Un pull bleu marine, avec des boutons en bois. Je ne sonnais jamais longtemps. D'habitude, les enfants accouraient, ou Claire ouvrait avec son sourire professionnel, celui réservé aux personnes qu'elle supporte sans vraiment les aimer. Mais ce jour-là, personne ne vint. La porte était entr'ouverte. Une odeur de café froid traînait dans l'air. J'ai frappé doucement. « Paul, Claire, vous êtes là ?» Aucune réponse. Je suis entrée, hésitante. J'allais laisser le pull sur une chaise quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. 2 voix. Celle de Claire, reconnaissable entre mille, et une autre, plus grave, celle d'un homme. Je me suis approchée, sans réfléchir. « Elle n'y voit que du feu », disait Claire. On lui dit les choses simplement. Elle acquiesce. Elle est tellement docile. J'ai senti un frisson me parcourir. Je suis restée immobile, dans l'ombre du couloir. « Et pour les papiers ?» demanda l'homme. Claire soupira, d'un soupir agacé. Paul a signé. Il n'ose pas, mais il a signé. On ne peut plus attendre. Si on veut la maison, il faut tout faire avant qu'elle ne perde complètement la tête. La banque a validé. Le notaire prépare l'acte. Tout sera prêt avant les fêtes. Je n'ai pas tout compris. Pas tout de suite. Mais les mots « maison »,« papier »,« notaire »,« banque » ont commencé à s'entrechoquer dans ma tête comme des pierres. Elle continua. Et puis franchement, tu l'as vue ? Elle se répète tout le temps. Elle cherche ses lunettes. Elle oublie des choses. C'est triste. Mais c'est le moment d'agir. Et puis, quand elle sera en EHPAD, ce sera plus simple. En EHPAD. Le mot m'a giflé. À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'un billet pour cette résidence m'attendrait le soir de Noël. Mais Claire, elle, y pensait déjà. Elle avait tout prévu. Je me suis reculée, lentement, presque mécaniquement, comme quelqu'un qui marche dans un rêve dont il ne veut pas connaître la fin. J'ai failli faire tomber le pull. Je suis sortie sans bruit, refermant la porte derrière moi. Une fois dehors, l'air glacial m'a frappé de plein fouet. J'ai inspiré profondément, sentant mes poumons se contracter. Les voitures passaient dans la rue sans me voir. Les passants marchaient d'un pas pressé, indifférents au fait que, dans une petite maison de la même rue, un morceau de ma vie venait de s'écrouler. Je voulais penser que j'avais mal compris, que j'avais interprété trop vite, qu'il parlait d'une autre maison, d'une autre femme, d'un autre projet. Mais je savais, au fond, les humiliations précédentes prenaient enfin un sens. Les remarques sur mon âge, mes prétendues fatigues, les invitations oubliées, les soupirs impatients, les précautions exagérées, ils construisaient un dossier. Ils fabriquaient une version de moi, fragile, confuse, dépendante. Une version qui justifierait tout. Je rentrais chez moi à pas lents, le pull toujours dans les mains. Dans le salon, j'ai posé mes affaires, mais je n'ai pas allumé la lumière. Je suis restée debout un long moment, dans le silence total, avec l'impression qu'on m'avait arraché quelque chose d'essentiel. Pas un objet, pas un bien, mais une place. Je me suis assise à la table de la cuisine. La maison paraissait immense, vidée, comme si les murs eux-mêmes attendaient que quelqu'un leur dise ce qui allait leur arriver. C'est alors que j'ai ouvert, presque par hasard, le tiroir de gauche, celui où je rangeais mes papiers importants. Et j'ai trouvé ce que je ne voulais pas trouver. Une enveloppe épaisse, posée là sans soin. Probablement laissée par Paul lors d'une de ses visites pour m'aider à ranger un peu. L'enveloppe portait le nom d'un notaire. Je n'en connaissais pas le contenu, mais j'ai senti mes mains se crisper quand j'ai lu, en gros caractères. Projet d'acte, changement de propriété, donation anticipée. Donation, à mon âge, sans mon accord, sans même une conversation. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des pages entières, des mots froids, administratifs, des mentions que je ne comprenais qu'à moitié, mais dont le sens général me sauta au visage. Ma maison, celle de mes parents, celle que j'avais héritée, celle que j'entretenais depuis des années, celle où reposaient leurs souvenirs. Elle devait être donnée à Paul et Claire, sous prétexte de simplifier ma gestion, de me protéger, de prévoir l'avenir. Mais c'était un pillage, une éviction, une expropriation affective autant que matérielle.
Je sentais mon cœur battre violemment, pas par colère, par lucidité, une lucidité glaciale qui me fit soudain voir toute ma vie avec eux sous un autre angle. Je compris que l'EHPAD n'était pas un cadeau, que leur inquiétude apparente n'était qu'un vernis. Ils voulaient la maison, ils voulaient disposer de moi, ils voulaient m'écarter sans bruit, comme on dépose un objet encombrant à la cave. Un instant, je me suis levée, prête à téléphoner à Paul, à exiger des explications, mais je me suis arrêtée. Un souvenir me revint. La main de mon père sur mon épaule, le jour de mon mariage, quand il m'avait dit de ne jamais me laisser glisser dans l'ombre. J'étais déjà dans l'ombre depuis trop longtemps, mais je n'y resterai plus. Ce soir-là, j'ai refermé doucement l'enveloppe. J'ai rangé chaque page dans l'ordre exact où je l'avais trouvée. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris un cahier, un vrai, avec des lignes bleues, et j'ai commencé à écrire. Des dates, des phrases prononcées, des oublis, des remarques, des documents, des noms. Chaque humiliation, chaque décision prise dans mon dos. Je ne savais pas encore où cela me mènerait. Je savais seulement que je ne serais plus la femme que l'on manipule en silence. Le moment où j'ai posé la première phrase dans ce cahier fut celui où ma vie a changé. C'était la première pierre d'un plan qu'il ne verrait venir qu'à la toute fin. Les jours qui ont suivi cette découverte se sont déroulés dans un étrange mélange de silence et de tumulte intérieur. À l'extérieur, ma vie paraissait inchangée. Je faisais mon thé le matin, je balayais la terrasse, je nourrissais les oiseaux du jardin. Rien qui puisse inquiéter un passant, un voisin ou même un proche. Mais à l'intérieur, tout grondait. Ce que j'avais entendu dans la cuisine de mon fils, et surtout ce que j'avais lu dans cette enveloppe du notaire, formait un nœud dans ma gorge que je n'arrivais ni à avaler ni à défaire. J'allais me coucher le soir, mais le sommeil refusait de venir. Je pensais à ces phrases que Claire répétait. Elle n'y voit que du feu. Elle est docile. Elle perd un peu la tête. Je les repassais dans ma mémoire, encore et encore, comme on frotte une tache en espérant qu'elle disparaisse, mais elle ne faisait que s'étendre. Il y eut une nuit, en particulier, où le silence de la maison était si profond que j'entendais chaque battement de mon cœur. J'étais allongée dans le noir, les mains jointes sur ma poitrine, comme si je me recueillais dans ma propre chambre. Je me suis surprise à murmurer. Comment en sont-ils arrivés là? Comment en suis-je arrivée là? Il n'y avait personne pour répondre. Je pensais à mon mari, à cette distance qu'il avait mise entre nous au fil des années, à ce regard toujours tourné vers l'extérieur, vers ses dossiers, ses ambitions, ses clients, ses promotions. Avait-il commencé, lui aussi, à me voir comme un meuble? Une utilité? Une femme présente, bien sûr, mais périphérique? Et mon fils? Avait-il hérité de cette manière de penser, comme on hérite d'une habitude de marcher ou d'un pli sur le front? Je me suis levée. J'ai allumé la petite lampe du salon et j'ai ouvert mon cahier. La première page, déjà remplie, me fixa comme un miroir brutal. Dessus, j'avais noté 12 octobre, remarque de Claire sur ma prétendue fatigue. 19 octobre, dîner annulé sans me prévenir. 1 novembre, discussion entendue dans leur cuisine. Donation, EHPAD. 4 novembre, enveloppe notaire projet. Donation sans mon accord. En relisant ces lignes, j'ai senti un mélange de honte et de fierté. La honte d'avoir laissé faire. La fierté fragile mais bien réelle d'avoir commencé, enfin, à regarder la vérité en face. Je n'étais plus la femme qui encaissait en silence. Je devenais celle qui observe. J'ai ajouté une nouvelle ligne. Décision, ne plus fermer les yeux. Ce fut la première fois que j'écrivis le mot « décision » à propos de ma propre vie. Je ne savais pas encore quoi faire, mais je savais que je ferais quelque chose. Ce simple mot m'a redonné un souffle. Les nuits suivantes ont été des nuits d'insomnie fébrile. Je me levais, je marchais dans la maison, je m'approchais des cadres où les visages de ceux que j'avais aimés semblaient me regarder avec une douceur blessée. Je m'asseyais au bord du lit, je respirais lentement, j'essayais de comprendre où j'avais cessé d'exister dans les yeux des autres. Être le jour où j'avais abandonné mon travail pour le bien de la famille. Être le jour où j'avais laissé Paul décider de ce que nous ferions de la maison de mes parents. Être le jour où, par amour, j'avais accepté d'être la seule gardienne du foyer, celle qu'on remercie rarement,
celle qu'on oublie toujours. J'ai compris une chose essentielle. On ne devient pas invisible du jour au lendemain. On devient invisible à force de faire passer tout le monde avant soi. Une phrase de mon père m'est revenue, avec une force soudaine. Hélène, dans une famille, tout le monde doit tenir sa place. Sinon on t'utilisera comme une chaise, utile, stable, mais sans qu'on pense jamais à toi. Il avait raison. Et j'avais été cette chaise. Alors j'ai commencé à lire, à me renseigner. Je me connectais à Internet maladroitement, je l'avoue, et je cherchais des informations juridiques. Je découvrais des termes que je n'avais jamais entendus. Abus de faiblesse, donation non consentie, gestion frauduleuse, protection juridique, renonciation, révocation. Je lisais, je prenais des notes, je soulignais des phrases, je relisais. Ce monde-là m'était étranger, mais il ne m'effrayait pas. Au contraire, il me donnait l'impression, pour la première fois depuis longtemps, de reprendre une forme de contrôle. J'apprenais. Je commençais aussi à observer ceux qui m'entouraient. Les attitudes, les gestes, les silences. Paul ne me regardait plus vraiment. Claire, elle, répétait sans cesse les mêmes phrases, comme si elle voulait m'enfermer dans un rôle. Tu dois te reposer. Laisse, je m'en occupe. Tu as déjà oublié? Elle parlait comme si elle construisait une version officielle de moi, une version qui justifierait toutes leurs décisions. Un soir, tandis que je préparais une soupe pour moi seule, j'ai réalisé quelque chose de terrible. Ce n'était pas seulement mon âge qui les effrayait, c'était ma lucidité. Tant que j'étais gentille, douce, effacée, tout était simple pour eux. Mais une femme âgée qui commence à regarder les choses en face devient dangereuse. Cette idée m'a redressée comme un courant d'air froid. Un dimanche matin, j'ai pris mon manteau, mon sac à main, et j'ai décidé de me rendre à l'église du quartier. Non pas pour prier encore que, dans mon cœur, une prière silencieuse s'était déjà installée, mais pour m'asseoir sur un banc et réfléchir. L'église était presque vide. Je me suis assise sous un vitrail représentant une scène que j'aimais enfant, une lumière douce tombant sur une femme agenouillée. Et j'ai compris. Tout ce que j'avais vécu n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas la fatalité de la vieillesse. C'était un projet, une stratégie, une prise de contrôle lente, méthodique, habillée de fausse bienveillance. Je me sentais blessée, oui, mais pas brisée. Une phrase alors s'est formée dans mon esprit, comme une déclaration intérieure. Je ne serai plus une victime silencieuse. Ce fut un choc, comme si mon cœur se remettait à battre à son propre rythme. Comme si ma vie, longtemps confisquée, revenait s'asseoir près de moi, patiemment, en me disant « Enfin !» Je suis rentrée chez moi ce jour-là, avec une détermination nouvelle. Je savais désormais ce que je voulais, pas la vengeance, non. Mais la justice, une justice tranquille, silencieuse, élégante, une justice à mon image. C'est ce soir-là que j'ai pris la décision d'appeler un notaire, pas le leur. Un notaire indépendant, quelqu'un qui m'écouterait réellement. Le reste viendrait ensuite, pas à pas, calmement, méthodiquement, comme une femme qui a passé sa vie à recoudre les déchirures des autres et qui enfin décide de réparer la sienne. Je me souviens très bien du matin où tout a réellement commencé. Il faisait froid, un froid sec qui blanchissait les vitres et raidissait les doigts. J'avais mal dormi encore, mais cette fois, mon insomnie n'était pas peuplée de peur. Elle était peuplée d'idées. Je me suis levée avant l'aube, j'ai préparé un café noir et je me suis assise à la table de la cuisine. La maison était silencieuse, mais ce silence-là n'avait plus rien d'écrasant. Il était stratégique. Il était celui de quelqu'un qui se prépare. Devant moi, il y avait 3 choses. Mon cahier, mon agenda et l'enveloppe du notaire qui avait failli sceller mon effacement. Je les ai regardés longuement. Puis j'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient, mais pas de peur, de lucidité. J'ai cherché le nom d'un notaire recommandé par une ancienne collègue de mercerie, une femme douce, discrète, mais redoutablement intelligente, un notaire indépendant, qui n'avait aucun lien avec mon fils ni avec Claire. À Neufhan, j'ai composé le numéro. Une voix chaleureuse m'a répondu. Étude de Maître Delaunay, bonjour. Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai dit la vérité. Pas toute, mais l'essentiel. J'ai 70 ans. Je crois que ma famille prend des décisions importantes sans mon accord. J'aurais besoin de conseils. Discrets.
Le mot discret a été le déclic. Il y eut un silence de quelques secondes, puis « Madame, Maître Delaunay peut vous recevoir demain matin, à 10 heures. Si vous le souhaitez. » Je le souhaitais. Je n'ai même pas hésité. Le lendemain, j'ai mis mon manteau gris, celui que Paul trouvait trop classique. J'ai marché lentement jusqu'à l'étude notariale, une vieille bâtisse en pierre claire. Chaque pas résonnait comme une petite victoire. Maître Delaunay était une femme d'une 50aine d'années, le visage ouvert, les yeux perçants, les mains calmes. Elle m'a offert un thé avant même que je ne m'asseye. Cette gentillesse-là, simple, m'a presque fait vaciller. « Alors, madame, racontez-moi. » Je lui ai tout dit. La conversation entendue dans la cuisine, le billet d'EHPAD qui m'attendait discrètement sous le sapin, le projet d'acte, les remarques, les humiliations, ma peur, ma honte, et enfin, ma décision de ne plus être spectatrice de ma propre disparition. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, le visage grave. Quand j'ai fini, elle a laissé un long silence s'installer, puis elle a dit « Madame, ce qu'il prépare relève clairement d'un abus de faiblesse. Vous êtes parfaitement lucide. Il cherche à vous faire passer pour vulnérable afin de prendre le contrôle de vos biens. Mais vous avez encore une carte maîtresse. Laquelle ? Ai-je demandé. Elle s'est penchée vers moi. Votre maison. La vôtre. Celle de vos parents. Elle vous appartient en totalité. Vous pouvez en disposer librement. Tant qu'elle est à vous, ils ne peuvent rien décider. » J'ai fermé les yeux un instant. Cette phrase-là, « Elle vous appartient », était être la plus belle qu'on m'ait dite depuis des années. Elle poursuivit. « Si vous voulez reprendre la main, il va falloir agir vite, mais proprement, légalement et silencieusement. » Vous me suivez ? Je la suivais. Nous avons parlé plus d'1 heure. Elle a tout détaillé, calmement. Les options légales, les protections possibles, les risques, les délais. Puis elle a dit, « Il existe une solution simple et radicale. Mettre votre maison hors de leur portée, soit en la vendant, soit en la donnant, mais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un en qui vous avez confiance. » Je suis restée silencieuse. Le mot « donner » a résonné en moi comme un souvenir inversé du projet d'acte qu'ils avaient voulu me faire signer. Elle ajouta, avec une douceur presque maternelle, « Madame, vous n'êtes pas obligée de vous laisser dépouiller par ceux qui ne vous respectent plus. Il existe une justice qui ne fait pas de bruit. » Je suis sortie de l'étude avec un dossier sous le bras et une décision dans le cœur. La première vraie décision pour moi-même depuis des décennies. Les semaines suivantes ont été un balai de démarches minutieuses. J'ai pris rendez-vous avec ma banque, mais pas celle où travaillait mon mari autrefois, ni celle que fréquentait mon fils. Une autre, plus petite, plus humaine, où j'ai ouvert un nouveau compte dont personne ne connaissait l'existence. J'y ai transféré discrètement mes économies, sous prétexte de réorganiser mes placements. Le jeune conseiller, un garçon souriant, ne s'est douté de rien. Je signais, j'écoutais, je hochais la tête. Tout semblait si simple, si banal, mais chaque signature me rapprochait de ma propre liberté. Ensuite, j'ai fait estimer ma maison par un agent immobilier. Je lui ai dit que je songeais à changer d'air, ce qui n'était pas tout à fait faux. Il m'a parlé de marché, de potentiel, d'héritage sentimental. J'ai souri sans rien dire. Je n'ai jamais eu d'intérêt pour l'argent, mais je sais ce que vaut un toit. Puis je suis retournée voir Maître Delaunay. Elle avait déjà préparé plusieurs options, soigneusement classées dans une chemise bleue. Ma chemise bleue, celle qui deviendrait, je ne le savais pas encore, mon arme la plus précieuse. Nous avons travaillé ensemble. Elle m'a expliqué chaque clause, chaque ligne, chaque condition. Elle ne prenait rien pour acquis. Elle me traitait comme une femme capable, et cela me redonnait la colonne vertébrale que la vie m'avait volée. Un soir, alors que je rentrais chez moi, après l'un de ces rendez-vous, je me suis arrêtée devant la porte d'entrée. J'ai posé ma main sur la clé, et j'ai compris quelque chose. Cette maison n'était pas seulement un bien, elle était ma dernière liberté, et je ne la leur offrirai pas. C'est moi qui choisirais son destin. La dernière étape a été la plus délicate, la rédaction de mon propre acte de donation, pas celui qu'ils avaient prévu pour me dépouiller. Non, le mien, celui que je contrôlais, celui que je voulais. Je ne dirai pas encore à qui j'ai choisi de léguer la maison, ni pourquoi. Cela viendra.
Mais je peux dire ceci. Ce fut la décision la plus juste, la plus courageuse et la plus silencieuse de ma vie. Pendant que Claire me croyait affaiblie, confuse, dépendante, j'apprenais à manier les armes qu'elle ne soupçonnait pas. Le droit, la patience, la discrétion. Pendant qu'ils préparaient leurs petits stratagèmes, je bâtissais un plan infiniment plus solide. Pendant qu'ils rêvaient de récupérer ma maison, je préparais le moment où ils découvriraient qu'elle leur échappait pour toujours. Et tout cela, je le faisais en silence, avec un sourire calme, avec des gestes lents, avec une docilité feinte qui les rassurait. Il ne restait plus qu'une étape, le jour où le piège se refermerait, le jour où tout s'est refermé sur eux. Je m'en souviendrai tant que j'aurai un souffle de vie. Non pas parce qu'il y eut des cris, des larmes ou des portes qui claquent, non. Tout s'est déroulé dans un calme presque religieux, comme si la justice elle-même avait choisi de venir s'asseoir à ma table. Une justice silencieuse, immobile, inébranlable. C'était une semaine après Noël. Paul m'avait appelé d'une voix qu'il voulait légère. « Maman, on passe te voir cet après-midi. On doit te parler de quelque chose. » Je savais parfaitement de quoi il s'agissait. Claire avait enfin reçu la confirmation du notaire qu'ils utiliseront pour finaliser la donation qu'ils avaient préparée dans mon dos. Ils venaient m'annoncer, avec leur douceur hypocrite, que tout était réglé et qu'il ne manquerait plus que ma signature. Je les attendais. J'avais ouvert les rideaux, rangé le salon, allumé une bougie. Je voulais que tout soit clair, lumineux. Je voulais qu'ils voient mon visage en entier, sans ombre, quand ils comprendraient. Sur la table, il y avait une chemise bleue, la mienne, celle de Maître Delaunay. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. Je me suis levée calmement. Claire entra la première, comme toujours, avec son parfum trop sucré qui cherchait à masquer une tension intérieure. Paul la suivait, les épaules tendues, le regard fuyant. « Maman, tu es en forme ?» demanda-t-il. « Très, » répondis-je. Un trait qui les déstabilisa immédiatement. Je m'assis. Je les invitai à faire de même. Claire posa son sac sur le canapé, puis se lança, sûre d'elle. « Alors voilà, nous avons vu le notaire. Il a préparé les documents. L'idée, comme on te l'a déjà expliqué, c'est de simplifier la gestion de ta maison, pour que tout soit clair, pour éviter des soucis quand tu seras, enfin, quand tu iras en EHPAD. Tu comprends ?» Je souris doucement. Je comprends très bien. Paul prit la parole à son tour. Il suffira de signer les papiers. Le notaire a proposé un rendez-vous samedi. On pourra y aller ensemble. Il évitait mon regard. Il savait. Une part de lui savait que quelque chose ne tiendrait pas debout. Mais il n'était plus maître de rien. Claire menait la danse. Elle reprit trop vite. Ce sera mieux pour tout le monde. Et puis, c'est logique. Tu n'as plus besoin d'une maison aussi grande. Une fois installé à l'EHPAD, on pourra penser à « Enfin, tu seras plus tranquille, quoi ». Je saisis alors la chemise bleue. Je la fis glisser doucement sur la table, vers eux. « J'imagine que c'est de ça que vous parlez ?» dis-je calmement. Claire sourit, croyant que j'avais apporté leurs documents. Mais lorsqu'elle lut le nom du notaire inscrit dessus, Maître Delaunay, son sourire se figea. « C'est qui ?» demanda-t-elle, d'une voix trop aiguë. Je restai parfaitement immobile. Mon notaire. Je vis Paul blêmir. C'était subtil, mais son visage se décomposa comme une feuille qu'on froisse lentement. Claire tenta de reprendre contenance. « Tu n'avais pas besoin d'un notaire, Hélène. On a déjà un rendez-vous. Tout est prêt. C'est juste une formalité. Tu sais, la paperasse, c'est compliqué à ton âge. » Je posai ma main sur la chemise bleue. Un geste calme. Un geste de propriétaire. « Je sais, Claire. C'est pour cela que j'ai préféré faire les choses moi-même, et en pleine conscience, pour éviter les erreurs. » Un instant, personne ne parla. Alors, j'ouvris lentement la chemise. Le premier document apparut. Acte de vente signé. Ma maison, ma précieuse maison, avait été vendue la veille, légalement, proprement, dans les règles les plus strictes, à une personne qu'il ne soupçonnerait jamais. Claire recula d'un geste brusque. « Vendue ?» murmura-t-elle. « Vendue ? Mais à qui ? Pourquoi ? Sans nous prévenir ?» Je relevai les yeux vers elle. « Parce que c'est ma maison. Parce que j'en ai le droit. Et parce que vous n'aviez pas à décider de mon avenir sans me consulter. » Paul, lui, semblait perdu. « Mais pourquoi ?
Pourquoi tu as fait ça? On voulait juste t'aider. Ce mot aider me transperça encore une fois, mais cette fois, il me glissa dessus comme du verre. M'aider? En me mettant en EHPAD contre ma volonté, en signant des documents dans mon dos, en essayant de me faire passer pour vulnérable? Claire rougit. Mais tu l'es, vulnérable. Tu es vieille, Hélène. Tu ne peux plus gérer tout ça. Je me levai alors. Lentement. Pas comme une femme qui se justifie. Comme une femme qui reprend sa place. Je suis vieille, oui. Mais je ne suis pas fragile. Et je ne suis pas idiote. Je sortis le second document. Un testament. Mis à jour. Signé. Enregistré. Dans lequel je précisais que Paul ne recevrait que la part minimale légale. Et que la maison étant vendue, il n'avait plus aucune prise dessus. Claire pâlit jusqu'aux lèvres. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas pu faire ça. Pas toi. Pas seul. Je refermai la chemise bleue. Tu as cru que mon silence était de la faiblesse. Tu as cru que je ne verrais rien, que je ne comprendrais rien, que j'accepterais tout. Je marquai une pause. Tu t'es trompé. Paul, les yeux brillants, balbutia. Maman, tu ne peux pas faire ça. Pour la première fois de ma vie, je lui parlais comme à un adulte que l'on remet à sa place. Je peux. Et je l'ai fait. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Claire tremblait de colère. Paul tremblait de honte. Je posai la dernière pièce du puzzle, une lettre du notaire confirmant la validité irrévocable de ma décision. Le piège s'était refermé. Sans cri. Sans violence. Sans qu'ils s'en aperçoivent. Je laissai un silence s'étirer, puis je dis très doucement, « Vous étiez venu pour m'annoncer que tout était réglé. Je vous confirme que oui, tout est réglé, mais pas comme vous l'aviez prévu. » Je les raccompagnai jusqu'à la porte. Claire ne parla plus. Paul murmurait des « mais » sans fin. Avant de refermer, je leur dis la seule phrase qu'ils retiendront toute leur vie. « La prochaine fois que vous voudrez décider pour moi, rappelez-vous d'abord que j'existe. » Et je refermai la porte. Très doucement, comme on ferme un livre, les jours qui ont suivi la confrontation furent étranges, presque irréels. Je n'ai pas ressenti la victoire comme je l'avais imaginé, pas d'explosion de joie, pas de sentiment triomphal. À la place, c'était une sensation plus sourde, celle de marcher dans un couloir long et vide où chaque porte se ferme doucement derrière soi. La première porte qui s'est fermée fut celle de Paul. Le lendemain matin, il m'a téléphoné. La voix tremblante, étouffée, presque enfantine. « Maman, tu peux m'expliquer? Tu ne pouvais pas nous en parler? On aurait trouvé une solution? » Une solution. Le mot qui revient toujours quand ceux qui ont fauté cherchent à recoller les morceaux sans admettre leur faute. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai répondu, très calmement, « C'est ce que j'ai fait, Paul. J'ai trouvé une solution. La mienne. » Il a inspiré fort. « Claire pense que tu t'es laissé influencer. Par qui? Par un notaire? Par quelqu'un qui t'a monté la tête? Par moi-même, ai-je répondu. Il s'est tu, comme si ce simple aveu l'avait frappé plus violemment que n'importe quelle accusation. Il finit par murmurer, « Tu nous punis. Je n'ai pas pu m'empêcher de fermer les yeux. Je vous protège. De vos propres actes. Et je me protège, moi. Ce fut notre dernière conversation avant longtemps. La rupture ne fut pas bruyante. Paul ne fit pas de scandale, ne passa pas me voir, ne se présenta pas avec des fleurs ou des excuses. Non. Il se retira lentement, comme un acteur maladroit quittant la scène en trébuchant sur un rideau. Claire, elle, choisit une autre voie, l'attaque. Le surlendemain, j'ai reçu un message d'elle. Long, plein de phrases faussement polies, dégoulinant d'hypocrisie. Hélène, je pense que tout cela est un malentendu. Nous avons toujours voulu ton bien. Paul souffre énormément. Les enfants sont bouleversés. Tu as pris une décision inconsidérée en vendant la maison. Nous aurions pu en parler calmement. Ce manque de transparence nous blesse profondément. Le mot qui me blessa, moi, fut « transparence ». Eux, qui avaient signé des documents dans mon dos. Eux, qui avaient organisé mon entrée en EHPAD sans même m'en parler. Eux, qui avaient déformé ma lucidité pour me faire passer pour faible. Je n'ai pas répondu. Mon silence fut ma réponse la plus claire. Puis il y eut les enfants Emma et Lucas. Emma fut la première à comprendre. Un après-midi, j'ai entendu taper à ma porte.
Quand j'ai ouvert, elle se tenait là, bonnet sur la tête, écharpe trop grande, les yeux pleins d'une inquiétude que les adultes ne savent plus exprimer. « Mamie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Cette phrase, simple et poignante, me fit monter les larmes que je m'interdis toujours devant les adultes. Je l'ai fait entrer. Elle s'est assise dans la cuisine, là où tant de vérités avaient été avalées par le passé. Je lui ai expliqué pas tout, mais l'essentiel. Elle a serré mes mains, longtemps. « Je suis avec toi, mamie. Je ne laisserai pas papa et maman te faire du mal. » Une promesse d'enfant, fragile, mais vraie. Elle m'a offert ce jour-là l'une des formes les plus pures de loyauté. Lucas, lui, ne vint jamais. Trop jeune, trop influencé, trop loin encore de la capacité de comprendre la complexité des adultes. Je ne lui en ai pas voulu. La nouvelle de la vente de la maison remonta comme une vapeur dans toute la famille élargie. Les cousines, les tantes, les anciens amis, tout le monde semblait brusquement se souvenir de mon existence. Les messages commençaient par « J'ai entendu dire. C'est vrai que… Tu sais, Paul est bouleversé. Claire n'en revient pas. » Mais aucun de ces messages ne disait « Comment vas-tu, toi? Qu'as-tu ressenti, toi ?» Cette omission me confirma une vérité que je connaissais déjà depuis longtemps. Dans une famille, on s'inquiète plus souvent de la paix apparente que de la justice profonde. On préfère la façade. Alors je restais calme. Je répondais peu. Mon silence devenait une forme de protection. Une forme d'arme aussi, mais une arme douce, polie, élégante. La vraie explosion, pourtant, arriva un dimanche. Paul et Claire se disputèrent si violemment que leurs voisins en parlèrent dans la rue. Un éclat familial comme on n'en voit pas souvent. Des portes claquées, des reproches hurlés, des objets jetés. Je n'y assistais pas, bien sûr. Mais ce chaos, je l'appris par Emma. Quelques jours plus tard, elle me raconta, les yeux baissés. Papa dit que tout est de ta faute. Maman dit que c'est de la sienne. Ils ne s'entendent plus. Ils se reprochent tout. Papa dit qu'elle l'a entraîné dans une mauvaise idée. Maman dit qu'il n'a pas eu le courage de dire non. Je n'ai rien répondu. Je savais que le poison qu'ils avaient créé pour moi revenait maintenant vers eux, comme un boomerang invisible. Personne n'a besoin de se venger quand la vérité s'en charge. Et la vérité faisait son œuvre. Les semaines passèrent. Paul ne m'appela plus. Claire ne m'écrivit plus. Les repas du dimanche ne furent plus évoqués. Les fêtes, les anniversaires, les habitudes familiales, tout se délita sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Je marchais dans ma maison, celle qui n'était plus vraiment à moi puisqu'elle avait été vendue, mais qui restait encore mon refuge jusqu'à la date de départ que j'avais fixée avec l'acheteur. Je respirais. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais sans avoir peur de déranger quelqu'un. L'éclatement familial ne me réjouissait pas. Je n'ai jamais été une femme qui se nourrit du malheur des autres. Mais je sentais, au fond de moi, une forme de soulagement triste, comme lorsqu'un abcès crève enfin. La douleur continue, mais l'infection se vide. Je n'avais plus à jouer un rôle. Je n'avais plus à prétendre. Je n'avais plus à me courber pour tenir debout ceux qui avaient décidé, un jour, de m'effacer. Je les regardais de loin, sans haine, mais sans retour. Ils vivaient maintenant les conséquences de leurs propres actes. Et moi, je commençais à me préparer à la partie la plus délicate de ma renaissance. Partir. Pas fuir. Partir. Quitter cette maison devenue champ de bataille. Quitter cette ville où j'avais trop vieilli. Quitter leur ombre pour entrer dans ma propre lumière. Une lumière discrète. Une lumière tardive. Mais une lumière qui m'appartenait enfin. Lorsque les premières semaines de janvier touchèrent à leur fin, j'eus soudain l'impression que ma vie entière s'était vidée d'un poids invisible. Le froid dehors persistait, mais en moi quelque chose commençait lentement à dégeler. J'avais vendu la maison de mes parents, j'avais brisé le cercle silencieux de la manipulation, et j'avais refermé une porte sur un monde où je n'étais devenue qu'une ombre. Il me restait désormais à ouvrir une autre porte, celle de ma propre vie. Je n'avais encore jamais parlé de mon projet à personne, pas même à Emma, pas même au notaire. Un matin, j'ai fait une valise simple, quelques vêtements, un livre, mon cahier bleu et la petite photo de mes parents qui ne me quittaient jamais. J'ai laissé le reste au déménageur mandaté par l'acheteur. Je m'étais promis de ne plus m'attacher à des objets. Ils pèsent trop lourd quand on veut repartir. Je suis partie avant même que le soleil ne se lève complètement. Un train m'attendait. Un train pour la mer.
Depuis toujours, j'avais rêvé d'habiter près de l'eau, un rêve que j'avais rangé dans le grenier de mes peurs, être un jour écrasé sous les obligations, les renoncements, les années où l'on vit davantage pour les autres que pour soi. À 70 ans passés, ce rêve revint frapper à ma porte avec la douceur d'une évidence. Je m'étais trouvé un petit appartement dans une ville tranquille du littoral breton. 2 pièces, un balcon étroit, une vue sur un toit de tuiles rouges et, au loin, une ligne bleue qui n'était rien d'autre que l'océan. La première fois que je m'y suis rendu, j'ai senti un frisson me traverser, celui des choses qui vous reconnaissent avant même que vous ne les reconnaissiez vous-même. L'appartement n'était pas luxueux, mais il était propre, clair, simple, exactement ce qu'il me fallait. Pour la première fois depuis longtemps, je n'entendais plus les murmures du passé dans chaque pièce. Pour la première fois, je n'avais pas peur de déranger quelqu'un en posant ma tasse trop fort. Pour la première fois, je pouvais respirer comme je voulais. Les premiers jours furent étranges. Le silence avait une texture nouvelle, presque amicale. Je passais de longues minutes sur mon balcon, à observer les mouettes qui se posaient sur les cheminées. Elles me rappelaient un peu moi, libre mais prudente, toujours en équilibre. J'ai recommencé à marcher. Le long de la mer, sur la digue, sur la plage froide où les vagues venaient mourir en bruissant. La première fois que mes pas ont touché le sable, j'ai senti mes yeux se remplir. Pas de tristesse, non, de soulagement. Un jour, en passant devant un petit café près du port, une serveuse m'a souri, un vrai sourire. Simple, sans arrière-pensée, sans pitié. J'ai pris un thé près de la fenêtre en regardant les bateaux rentrer au port. Et j'ai réalisé que je ne pensais ni à Paul, ni à Claire. Mon esprit était vide, ou plutôt, disponible. Dans ce café, j'ai commencé à écrire dans mon cahier bleu. Pas des comptes rendus, pas des preuves, plus des blessures, mais des pensées. Des phrases que je n'avais jamais osé me dire. Je suis encore vivante. J'ai le droit d'exister sans servir quelqu'un. Ma vie n'est pas terminée. Je relisais ces lignes comme si c'était des prières. Le soir, je cuisinais pour moi seule une soupe, un poisson grillé, une omelette que je mangeais lentement en écoutant le vent contre les volets. Aucune remarque, aucune critique, aucun soupir. Seulement moi. Je commençais aussi à faire des rencontres. Pas des amitiés profondes, pas encore, mais des présences. La femme du marché qui me gardait une botte de fleurs. Le vieux pêcheur qui me saluait chaque matin. La bibliothécaire qui me conseillait des romans. Des inconnus bienveillants. Des sourires qui ne demandaient rien. Emma m'appelait parfois. Elle me racontait son lycée, ses lectures, ses doutes. Elle ne me demandait jamais de revenir. Elle savait. Elle disait « Mamie, tu es où tu dois être maintenant ?» Je la remerciais en silence. Quant à Paul et Claire, je ne savais rien d'eux. Et pour la première fois, cette absence ne me déchirait plus. Elle me libérait. Un après-midi de février, alors que je marchais sur la plage, j'ai vu un groupe d'enfants faire voler des cerfs-volants. Le ciel était gris, le vent fort, et pourtant leur rire traversait l'air comme une lumière. Je me suis arrêtée, j'ai regardé ces silhouettes courir, et quelque chose en moi s'est ouvert. Une douceur, une paix. Cette paix-là, je ne l'avais jamais vraiment connue. Pas dans ma jeunesse, pas dans mon mariage, pas dans ma vieillesse passée. Elle m'attendait ici, au bord de la mer, dans une vie que personne n'avait choisie à ma place. Je ne savais pas si je pardonnerais un jour. Je ne savais pas si Paul chercherait à me revoir. Je ne savais pas si Claire comprendrait un jour que la force d'une femme âgée n'est pas dans ses bras, mais dans son silence. Mais je savais une chose, je n'avais plus peur. Et dans ce simple fait, il y avait une renaissance. Je rentrais chez moi ce soir-là, le visage rougi par le vent, et j'ai posé ma main sur la rambarde du balcon. La mer brillait encore, d'une lumière pâle. Je me suis dit, je suis exactement là où je dois être. Enfin, le printemps est arrivé presque sans que je m'en rende compte. Je vivais désormais dans une douceur discrète, une sorte de lenteur choisie qui me permettait d'habiter pleinement chaque instant. Les jours s'allongeaient, la lumière devenait plus claire, et sur la digue, les premières fleurs sauvages apparaissaient entre les pierres. Un matin, je me suis réveillée avec un sentiment étrange, celui d'être en paix. Une paix simple, sans éclat, presque fragile, comme un fil que l'on tient entre deux doigts et qu'on a peur de casser. Je suis allée sur mon balcon.
J'ai respiré l'air iodé, et j'ai senti que quelque chose en moi s'était refermé. Une boucle peut être. Une page, sûrement. J'avais vécu des mois de déchirements silencieux, de trahison, de décisions lourdes, mais la violence s'était éloignée. Je n'avais plus de colère. J'avais accepté. Pas pardonné, pas encore, mais accepté que chacun avait agi selon sa faiblesse. Et ce matin-là, sans que je m'y attende, mon téléphone a vibré. Un message. De Paul. Un message court, vidé de ses certitudes, de ses injonctions, de son autorité blessante. Maman, peux-tu me dire où tu es? Pas, reviens. Pas, nous devons parler. Pas, tu nous as fait du mal. Juste, où es-tu? Comme si soudain, il se rendait compte que je pouvais vraiment lui manquer. Je suis restée longtemps immobile à regarder ces mots. Il me serrait le cœur et, en même temps, il m'indifférait un peu. Ce paradoxe m'étonna. Peu. Être était-ce ça, vieillir, ressentir profondément, mais se détacher plus vite. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je suis sortie marcher. La plage était presque déserte. Une femme promenait un chien, un vieux monsieur pêchait sans rien dire. Les vagues montaient et se retiraient, patientes, inlassables. Je me suis assise sur un rocher lisse, j'ai regardé l'horizon et j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu. Je repensais à ma mère, penchée sur sa machine à coudre, à mon père et ses copeaux de bois qui tombaient en pluie dorée. Je revis le visage de Paul enfant, lorsque je l'enveloppais dans une serviette après le bain. Je revis la petite chambre de ma fille, celle qui n'avait vécu que 2 jours, mais dont la lumière n'avait jamais quitté ma mémoire. Et puis, j'ai pensé à Claire, à son regard tranchant, à ses phrases déguisées en conseils, à ses mains posées sur le bras de mon fils comme des menottes invisibles. Je me suis demandé ce qu'elle pensait aujourd'hui, si elle regrettait, ou si elle trouvait encore une manière de se sentir victime. Puis j'ai souri, un sourire doux, sans amertume, parce qu'au fond, ça n'avait plus d'importance. Ce n'était plus mon histoire, ce n'était plus mon combat. Je les avais laissés derrière moi, dans une maison que je n'habitais plus et dans une vie où je n'existais plus. Je suis restée là longtemps, à écouter les vagues. Elles semblaient me parler, comme une vieille amie retrouvée. Tu as assez porté, dépose maintenant. Alors, en rentrant, j'ai enfin répondu à Paul. Je vais bien. Je suis en sécurité, prends soin de toi. C'était tout, simple, juste et infiniment suffisant. Il n'a pas répondu. Peu. Être avait-il besoin de temps? Peu. Être ne savait-il même pas quoi dire. Je n'en attendais rien. Les jours ont continué. J'ai pris plaisir à des choses minuscules. Changer les rideaux, faire pousser du thym sur mon balcon, acheter un nouveau cahier bleu, choisir un roman à la librairie du port. Je me suis fait une amie, une retraitée arrivée de Paris, qui peignait des aquarelles de la mer. Nous marchions souvent ensemble. Elle ne me posait pas de questions intrusives. Elle avait ce respect rare pour la pudeur des autres. Avec elle, je riais parfois. Un rire que je croyais perdu. Un soir de mai, il y eut un coucher de soleil d'une beauté presque douloureuse. Le ciel était rose, orange, violet, un tableau de Monet abandonné sur l'horizon. Je me suis assise sur le banc en haut de la falaise. Ma main caressait doucement la rambarde froide. Je regardais la mer, je regardais ma vie, je regardais tout ce que j'avais quitté et tout ce que j'avais gagné. Et c'est là que les larmes sont venues. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de regret, mais des larmes de reconnaissance. Pour moi-même, j'avais enfin choisi ma place. Je m'étais porté secours. Moi, une femme qui s'était effacée pendant des décennies. Moi, une mère qui avait renoncé, reculé, accepté trop longtemps. Moi, une vieille femme que l'on croyait faible. Je m'étais relevée, sans violence, sans cri, sans fracas. Je me suis souvenu d'une phrase de mon père. Il existe des justices qui ne font pas de bruit. Je ne comprenais pas cette phrase à 20 ans, mais je la comprenais à 70. Je suis restée là, les yeux humides, jusqu'à ce que la lumière disparaisse entièrement derrière la ligne d'horizon. La mer respirait, lente, régulière, et pour la première fois depuis longtemps, je respirais avec elle. Je me suis levée, j'ai essuyé mes joues, et j'ai murmuré, dans la demi-obscurité, ces mots que j'aurais voulu adresser à toutes les femmes âgées oubliées, à toutes celles que l'on manipule, à toutes celles que l'on croit faibles,
à toutes celles qui n'osent plus parler. On ne peut pas nous effacer si nous décidons enfin d'exister. Je regardais une dernière fois l'océan, noir et profond comme un livre fermé. Puis je tournai le dos au vent, prête à rentrer dans mon appartement, ma lumière, ma vie. Et, très doucement, comme un souffle que personne ne pourrait trahir, j'ai prononcé les derniers mots de mon histoire, le verdict silencieux qui m'avait sauvé. Le silence peut aussi être une forme de justice.